Bienvenue tout le monde et les gens qui nous rejoignent en ligne à la dernière conférence pour cette année universitaire de la série de conférences co-organisées par l'Association France-Grande-Bretagne, l'association centenaire pour rapprocher les Anglais et les Français. Ça avance, mais il y a encore du travail. Aussi co-organisée par le CRECIP, le Centre de recherche en civilisation britannique, dont je suis le président encore quelques semaines. Après, je vais être ailleurs. Voilà. Et alors, ce soir, nous avons la chance d'inviter Marie-Elisabeth de Roche-Miles, ma collègue et amie, à nous présenter le sujet que vous voyez affiché, la culture de la vigne et du vin en Grande-Bretagne. Alors, Marie-Elisabeth a beaucoup de talent. L'année dernière, elle nous a donné une conférence au sujet de la crise dans les universités britanniques, qui est assez terrible, tellement terrible que je pense que ça lui a poussé un petit peu vers le vin après pour essayer d'oublier tout ça. Et elle se dit, tant qu'à faire, puisque les intellos comme ça, c'est comme ça, tant qu'à faire, je vais l'étudier et faire une conférence là-dessus. C'est ma version et je les défends. Alors, je vais vous laisser, Marie-Elisabeth, qui a été très longtemps aussi à l'université de Reims. Alors, Reims, on sait comment ils sont là-bas, voilà. Je vais vous laisser la parole à Marie-Elisabeth pour nous parler de la culture de la vigne et du vin en Grande-Bretagne. Merci. Merci, John. Bien, alors je vais déjà virer un truc qui m'évène. Voilà. OK, alors, avant de raconter les vignes du sud de l'Angleterre avec vous, je voudrais faire un retour sur l'année 1998, au moment où plusieurs maisons de champagne et autres s'apprêtent à participer au concours du meilleur vin effervescent du monde, Best Sparkling Wine. C'est à Paris. Et des producteurs du monde entier se mesurent aux Champenois, comme tous les ans. Les Champenois, comme tous les ans, habituellement raflent toutes les récompenses, les honneurs, etc. Mais le résultat de la compétition 1998 restera dans toutes les mémoires parce qu'un trouble fait étranger vient enlever le trophée du meilleur vin effervescent dans le monde au nez et à la barbe des Champenois. Et pour couronner le tout, c'est un Anglais. Comment la Grande-Bretagne, mieux connue pour sa bière et son whisky, a-t-elle pu accéder à la plus haute marche sans crier gare? D'où sortent ces bleus dont le grand public ignore à peu près tout et dont pas mal de professionnels et d'experts se gaussent? Alors, on va revenir en arrière, très loin en arrière, vers ce qui s'est passé lorsque l'île qui devait devenir la Grande-Bretagne est devenue romaine. Alors, si on s'en réfère à Tacite, l'historien romain Tacite, il décrit un pays qui est crasseux, brumeux, pluvieux et incompatible, en particulier avec la culture de la vigne. Alors ici, je vous montre quelques mosaïques qui ont été retrouvées dans des très très belles villas romaines, qui sont dans le sud de l'Angleterre, dans les Cotswolds en particulier, à côté de Cirencester. Alors, ils ont quand même planté des vignes. Les Romains qui sont arrivés à partir de l'an 43 ont planté des vignes un peu partout et ils s'implantent progressivement. Et il y a même des pieds de vigne dont on est certain qu'ils ont été plantés jusqu'au mur d'Adrien, à la frontière écossaise. Voilà, donc ils ont profité aussi d'un climat relativement doux au premier siècle de notre ère. Et le culte de Bacchus, hein, dont on a des traces à Corinium, qui est donc le musée de Cirencester, a permis en fait, de produire quelque chose. Bon, mais néanmoins, on a quand même quelques doutes sur la productivité et la durabilité de ces premiers vignobles. C'est très difficile à appréhender. Alors, il y a des fouilles qui ont été effectuées sur différents sites où plusieurs générations de familles romaines ont vécu, et entre autres la villa Chadworth dans les Cotswolds et Fishbourne Palace près de Chichester dans le Sussex. C'est d'ailleurs la plus grande résidence romaine connue au nord des Alpes. Toutes ces fouilles montrent que par la présence de débris d'amphores spécifiques fabriqués dans le nord de la péninsule italienne, les Romains de Britannia importaient en fait beaucoup plus leur vin
qu'ils ne le produisaient. Et quand on parle du vin produit à cette époque, pensons plutôt à un breuvage sucré qui est fermenté par addition de miel et quasiment impossible à conserver au-delà de quelques mois. Alors, la seule trace qui ait été réellement confirmée de production de vin se trouve tout près de Londres, en fait, tout près de Barnet, à Brockley Hill. Quelques fouilles qui ont été faites en 1947 en particulier. Il semble bien que des vignes aient été plantées là et du vin produit au 1er siècle de notre ère. Mais on ne sait pas très bien ni la quantité, ni pendant combien de temps tout ça a été réalisé. Au 1er siècle de notre ère, des premiers siècles de notre ère, l'implantation des monastères a favorisé la production du vin réservé à la célébration du sacrement de l'Eucharistie. Il reste cependant difficile à produire et il sera souvent réservé aux prêtres, de plus en plus souvent d'ailleurs, et les fidèles devront se contenter du pain béni. 20 ans après l'invasion normande, le Domesday Book signale donc en 1086 la présence de 45 vignobles en Angleterre. Tous de petite taille, font tous 1 ou 2 acres, c'est-à-dire entre 4000 et 8000 mètres carrés. De façon peu surprenante, quand on parle aux vignerons actuels, en Grande-Bretagne un peu partout, ils se réclament tous de la référence romaine. Des vignes étaient plantées ici depuis des siècles, etc. C'est les Romains qui ont fait. Bon, comme si cela constituait un gage de qualité pour ce qu'ils sont en train de produire et surtout un gage de continuité. Alors, la continuité de la production de vin dans les exploitations entre l'époque romaine et maintenant est un peu rapide et on reverra ça dans un instant. À partir du Moyen Âge, du vin est régulièrement consommé à la cour et dans les familles aristocratiques, mais c'est de plus en plus souvent du claret de la région de Bordeaux dont il s'agit. Rien de surprenant à cela, les Plantagenets sont au pouvoir, ils possèdent de vastes terres dans le sud-ouest de la France et ils favorisent donc le transport de leur vin vers l'Angleterre. Il faut dire que le climat ne se prête guère à la culture de la vigne. Entre 1400 et environ 1850, une petite période glaciaire s'installe en Grande-Bretagne et ainsi entre 1607 et en 1804 et 1814 en particulier, la Tamise gèlera 7 fois, quelquefois pendant plus de 2 mois. Et alors, puisque c'était gelé, que ça faisait un terrain de jeu et d'exercice, eh bien, on organisera, comme vous le voyez ici, des foires et des marchés dans le lit même du fleuve. Donc il fait froid. Néanmoins, au moment de l'accession d'Henri VIII au trône en 1509, on recensait 139 vignobles, dont 11 produisaient exclusivement pour la cour. L'année 1536 devait être une catastrophe pour la production de vin en Angleterre. D'abord, avec la dissolution des monastères, disparaissent également les vignes attenantes qui étaient soignées par les moines. Ensuite, une loi établissant un prix plafond pour les vins français qui étaient très très chers allait permettre leur importation et leur distribution en plus grande quantité au détriment des vins locaux. Henri VIII était friand des vins de Gascogne et pour abriter les 300 énormes tonneaux qu'il importait, qu'il commandait chaque année, il s'est fait construire une cave de plus de 193 mètres carrés au palais de Whitehall et elle abritera donc ces vins importés de France. C'est la première cave royale officiellement connue. Changement de ton à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Oops, what have we got there? What have we got there? Yes. Yes, thank you. I was too quick. Changement de ton à la fin donc du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, après le refroidissement des relations franco-anglaises et le ralliement du Portugal à l'Angleterre pour chasser les Français. Le traité de Methuen en 1703 impose des droits de douane élevés aux vins français en marge du traité commercial d'ampleur qui a été conclu entre le Portugal et l'Angleterre et qui favorise naturellement l'importation de tous les vins portugais. C'est d'ailleurs à partir de cette époque que les Britanniques prendront goût aux vins fortifiés et au Porto donc, de la péninsule ibérique. Au XIXe siècle, la viticulture britannique souffre, comme le reste de l'Europe, du phylloxéra et de l'oïdium,
deux maux qui sont dus à l'importation de plants américains par les exportateurs britanniques. Mais le pire est cependant à venir. Lorsqu'en 1860, le gouvernement de Lord Palmerston, libéral et favorable au libre-échange, diminue brutalement les droits d'importation sur les vins français de 83%. C'est là où on voit que d'autres individus de la planète, finalement, sont petits bras. Alors, les vins anglais de qualité nettement inférieure ne font pas le poids devant la production française qui inonde alors le marché. Mais le coup de grâce est infligé aux vins anglais au début du XXe siècle avec l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne en 1914. Priorité est donnée, bien entendu, à la production de nourriture, le sucre est rationné et pour la première fois depuis 2000 ans, on ne produit plus du tout de vin en Grande-Bretagne, outre-Manche. C'est au milieu des années 1930 que va ressurgir une discrète production de vin en Grande-Bretagne grâce à quelques originaux qui avaient voyagé en Europe et qui souhaitaient planter leurs propres vignes pour se faire leur vin pour leur consommation personnelle. La Deuxième Guerre mondiale met à nouveau fin à tout effort dans ce domaine. La production de nourriture et non de vin devient une question de survie pour le pays qui, à titre d'exemple et pour bien recadrer ça, en 1939, la Grande-Bretagne importait 80% de ses fruits, 70% de ses céréales et plus de la moitié de sa viande. Et en même temps, la flotte allemande torpille régulièrement les cargos d'approvisionnement. Donc, aussi, il faut dire que la bière et l'alcool n'étaient pas rationnés. Ce sont une des rares denrées qui n'aient pas été rationnées. Mais pendant les 5 ans de la guerre, les Britanniques boiront une bière qui titrera au moins la moitié en termes de degrés par rapport à ce qu'ils connaissaient avant. C'est une bière qui est presque sans alcool, en quelque sorte. Alors, bien entendu, les Britanniques manquent de quasiment tout pendant de longues années. L'étiquette de rationnement n'étant supprimée en Grande-Bretagne, je le rappelle, que le 4 mars 1954, alors que l'en France, longtemps avant, les avait supprimés, donc le 1er décembre 1949. Dans les années 1950, l'enthousiasme pour la production de vins domestiques repart. De plus en plus de Britanniques plantent des vignes afin de produire leur propre vin, ce qui finira bien entendu par indisposer le gouvernement. Au début des années 1960, la décision est prise d'interdire toute production de boissons alcoolisées privées pour des raisons avouées de santé publique et inavouées d'absence de rentrée fiscale. C'était sans compter avec le home brew boom des années 1960-1980 qui encourage la production de bière et de vin homemade, fait à la maison, à partir de divers jus et produits improbables et strictement réservés à la consommation personnelle. Devant la popularité de ce mouvement, la multiplication des concours, des démonstrations, des ateliers en tout genre, organisés par de fervents adeptes, le gouvernement revient sur sa décision et autorise à nouveau la production de bière et de vin homebrewed dès le 3 avril 1963, c'est-à-dire il y a eu exactement 62 ans hier. Il convient donc de replacer ce mouvement parallèle à la viticulture dans le contexte de The Good Life. The Good Life, qui était également une série très, très populaire à la télévision. L'aspiration de la nouvelle génération, née pendant ou immédiatement après la guerre, à être autonome et pour certains à refuser la consommation de masse. Alors ce mouvement aux accents un peu libertaires est néanmoins soutenu par des campagnes de publicité qui sont bien orchestrées. Les influenceurs de l'époque insistant sur les vertus de je fais tout moi-même, y compris mon vin, mes chemises à fleurs, j'élève mes poules, etc. Et c'est d'ailleurs, comme vous le voyez là, The Good Life, c'était le logo de l'émission télévisée où on encourageait les gens à avoir des poules dans leur jardin. Ce mouvement, donc, bon, va durer un certain temps. Il a quand même eu plus de 2 millions d'adeptes à la fin des années 1970 et ce culte du homebrew est toujours vivace en Grande-Bretagne où il est possible de se procurer très facilement le kit, alors le kit qui vous permettra de fabriquer
un Sauvignon, donc là, en 7 jours, pardon, un Chardonnay en 7 jours, c'est vous qui décidez. Et sinon, vous pouvez vous offrir un Merlot, mais là, il faut 14 jours, c'est un peu plus long hein, pour produire le Merlot. Bon, dans ces mêmes années, apparaissent dans les supermarchés, qui se multiplient à vue d'œil, des cooking wines, des vins qui sont censés être produits spécifiquement pour faire la cuisine. Alors, provenance absolument indistincte, parfaitement imbuvable en effet, et tout aussi immonde pour faire quoi que ce soit comme cuisine. Et enfin, pour ajouter encore à la confusion, il est urgent de dire que les termes English wine et British wine ne recouvrent absolument pas les mêmes réalités. Le British wine, c'est un produit industriel qui est élaboré à partir de divers jus de raisin concentrés, importés de plusieurs pays, on ne sait pas bien d'où, donc pas british du tout, et pas tellement finalement différent des vins en kit de type homebrew, hein, tel que celui qui est à l'écran en ce moment. Il était très populaire, le British wine, il y a une cinquantaine d'années, mais il a quasiment disparu des rayons des supermarchés. English and Welsh wines, par opposition, décrivent les vins élaborés par les vignerons dans les régions de dénomination et ceux-là même qui sont en train de se faire un nom sur la scène internationale. Alors, à la description de toutes ces horreurs, on serait en droit de se demander si la Grande-Bretagne, qui est depuis longtemps le second importateur de vin au monde, et en particulier de vin français, si vraiment la Grande-Bretagne sait ce qu'elle boit. Bon, la connaissance du vin est-elle à ce point limitée que les Britanniques sont prêts à avaler n'importe quoi? Do they only want to booze? Est-ce qu'ils veulent seulement biberonner? Hein. Suffit-il qu'un vin soit quaffable, c'est-à-dire très facile à boire? Bon, alors les termes familiers ou argotiques récents ne manquent pas. Et pour parler du vin, je n'ai pas résisté au plaisir de vous en livrer quelques-uns. Alors pour le bon, des mots comme vino, qu'il faut prononcer à l'anglaise, glog, juice, bon, ça c'est bien. Natty, ça veut dire quelque chose de très classe. Ensuite, pour le brut, on parle de fizz ou de bubbly. Et pour tout le reste, de plonk, qui est un mot d'origine australienne. Et puis alors, il y en a deux que j'adore. Space bag, qui fait référence à cette espèce de sac en plastique à l'intérieur du cubi que vous achetez. Et le plus beau, c'est quand même cardboardo. Magnifique, magnifique. Voilà, ça c'est l'inventivité de la langue anglaise. Alors, ces termes donc de la langue pour décrire le vin sont, depuis les années 1980, le résultat de l'accession du plus grand nombre aux vacances dans les pays du sud de l'Europe, en particulier grâce aux package holidays, qui rendent une semaine pour 4 personnes sur la Costa Blanca beaucoup moins cher qu'un week-end pour deux en Cornouailles. Le vin, là où les gens vont en vacances, est abondant, il est pas cher et abordable. Les touristes visitent des caves, ils rapportent tout ce qu'ils peuvent des duty-free stores, les magasins en détaxe dans les aéroports et les supermarchés de Calais, comme le montrera une délicieuse série qui s'appelait The Booze Cruise en 2003, une mini-série donc qui remportera un succès absolument fabuleux, qui montre des gens en train d'aller faire le plein à Calais et plein d'aventures leur arrivent naturellement. Soulignons également quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne voyait pas vraiment beaucoup en France, la présence sur les rayons des supermarchés et chez les cavistes britanniques de tous les vins du monde que vous puissiez imaginer. Il y en a de partout et en France, très souvent, si on demande un vin du fin fond de la Croatie, c'est pas très certain qu'on l'ait. Là-bas, oui. Tous les vins européens, tous les vins du monde sont représentés depuis de nombreuses années dans les supermarchés. Tous ces éléments ont élargi le degré de connaissance et d'appréciation de générations dont les parents considéraient le vin comme quelque chose qu'on buvait que très rarement, quand ça n'est pas du tout. Alors, les pubs britanniques se sont mis aussi à l'unisson. Ils servent aujourd'hui une sélection de vins de plus en plus large pour accompagner leurs nouvelles activités de restaurateurs et pas seulement de vendeurs de bière, au fur et à mesure que le goût des consommateurs change. Quant aux connaisseurs de longue date, parce qu'il y en a quand même beaucoup en Grande-Bretagne, ou à ceux qui gravitent autour du pouvoir, je suis allée voir, j'ai pas résisté à la curiosité d'aller voir ce que le gouvernement a dans ses caves et ce qu'on sert au 10 Downing Street ou lorsqu'on a une réception officielle.
à ce moment-là. Alors, par exemple, oui, il y a quand même d'assez jolies choses. On en a pour 3,8 millions de livres sterling en cave. En 2023-24, on y a ajouté 888 bouteilles de Bourgogne blanc. C'est pas de la ligotée, hein, c'est très nettement supérieur à tout ça. Et puis surtout, on a ajouté 1920 bouteilles de ce fameux English Sparkling Wine, ce vin effervescent anglais. Et on constate en même temps que sur les 5526 bouteilles consommées, donc en pas tout à fait 2 ans, 62% étaient quand même des vins anglais. Et ça, c'est nouveau, parce qu'il y a encore 20 ans, on servait des vins français essentiellement. Voilà. Donc, il faut aller voir, il faut voir. Alors, on va examiner quelques instants les spécificités de la production viticole anglaise et galloise. Alors, au cours des 40 dernières années du XXe siècle, l'intérêt pour la production viticole renaît pour de bon en Grande-Bretagne. Il est soutenu par une succession d'années plus chaudes et qui, même si on ne parle pas encore vraiment de réchauffement climatique, montre qu'il est désormais possible de produire régulièrement du raisin pour faire du vin. Mais pour produire quelle sorte de vin exactement? En fait, à l'exception de quelques-uns qui regardent déjà vers la production de type champenoise, les nouveaux viticulteurs du sud de l'Angleterre favorisent des vins plutôt sucrés de type Liebfraumilch ou Hock, qui bénéficient d'une certaine vogue dans les années 1960-70. Nombre d'entre eux estiment que le climat anglais ne leur permet pas de rivaliser avec les vins français et qu'ils semblent plus sûrs de suivre le goût de l'époque, porté évidemment par d'extrêmement efficaces importateurs allemands, de vins allemands. Ces fameux cream wines, comme ils les appellent, sont le fruit de vignes plantées essentiellement dans le sud de l'Angleterre, en gros de la région de Cambridge jusqu'au-delà du Hampshire. La plus grande exploitation étant celle de Danby's Wine Estate dans le Surrey, qui à l'époque avait un peu plus de 1 km² de vignes. Donc la production totale reste modeste, avec à peu près 1500 bouteilles, vous voyez que c'est très très peu, produits pour l'ensemble du pays en 1964. Jusque dans les années 1980, on comptera dans les vignes de nombreux vignerons allemands qui travaillent des plants qu'ils connaissent bien, tels que le Müller-Thurgau, le Reichensteiner et le Bacchus, qui est toujours produit. Ils n'hésitent pas à ajouter un jus de fruits extrêmement sucré qu'ils appellent leur sus réserve, afin de compenser la forte acidité des raisins anglais qui arrivent péniblement à maturation dans la plupart des cas. Alors, je crois qu'il n'est pas essentiel de dire que ceci ne générait pas la moindre émotion gustative. Dans les années 1970-1980, on voit de plus en plus d'exploitations viticoles ouvrir, non seulement dans le sud de l'Angleterre, mais également au Pays de Galles, dans les Cotswolds, les Midlands, le Yorkshire et même en Écosse. En Écosse, où des vignes sont plantées soit sous des tunnels de polyéthylène, soit dans des serres quelquefois, ou dans de profonds sillons afin de les protéger du froid et du vent, surtout l'hiver. Voilà. Alors, notons que nombre d'exploitations, à partir des années 70, à partir de l'entrée de la Grande-Bretagne en Europe, nombre d'exploitations bénéficient de fonds européens pour s'installer et pour se développer. Certaines d'entre elles le soulignant toujours sur leur site web. Il y en a d'autres qui ont dégagé ça vite fait au moment du Brexit, d'autres non, ont gardé la mention de l'aide européenne. Alors, avant la montée en puissance des vins effervescents qui représentent actuellement plus de 70% de la production vinicole en Grande-Bretagne, divers vignerons anglais et gallois commencent à s'éloigner du style germanique et produisent essentiellement des vins blancs, soit sans aucun caractère, soit extrêmement acides, que l'on se devait, nous, en tant qu'amis de la famille français, d'avaler courageusement de peur d'offenser nos hôtes, puisque ils recevaient des amis français, donc ils nous servaient inlassablement des vins anglais. Voilà, ils mettaient un point d'honneur et naturellement, on devait dire que c'était bon. Comme nous le dira plus tard, des années plus tard, David Way, un Master of Wine du Hampshire, lors d'une dégustation de quelques vins tranquilles anglais, il nous a dit « You have to drink them with an open mind ».
Buvez-les en faisant preuve d'ouverture d'esprit. Et il en fallait. Au fil des années, la qualité de la production britannique s'améliore peu à peu et les bonnes années, les quantités produites permettent à certains nouveaux vignerons de vivre de leur travail. Néanmoins, des années de production médiocres ou même quasi inexistantes, dues à des conditions climatiques qui restent difficiles, auront raison de leur enthousiasme et plusieurs exploitations ne survivront pas. On comptait plus de 400 exploitations viticoles en Grande-Bretagne à la fin des années 1980. Un tiers d'entre elles aura disparu à l'aube du XXIe siècle. Cependant, cependant, de vrais pionniers, prêts à sortir des sentiers battus, avaient déjà commencé à produire d'autres vins dès les années 1950. Le premier à franchir le pas en 1952 fut le Major General Sir Guy Salisbury Jones, un ancien diplomate qui avait été en poste à Paris, grand amateur, grand connaisseur de vin français. Pendant l'été 1951, il est jeune retraité dans sa maison près de Hambledon, un village du Hampshire où est né le cricket au XVIIIe siècle, et il se demande quoi faire du champ attenant à sa propriété. Connaissant son goût pour les vins français, son beau-fils lui suggère de planter quelques pieds de vigne. Et Sir Guy, qui avait gardé d'excellents rapports avec des amis français bien placés, prend alors conseil auprès de ses amis de la maison de champagne Paul Roger à Épernay. Et il plante dès 1952 une sélection de pieds de vigne, dont du chardonnay, ce qui était, si vous me permettez l'expression, gonflé en 1952. C'est un plan qu'on n'utilisait pas. Et il fait tout ça sur une surface de 1,8 hectares. Donc, il a été guidé pendant plusieurs années par des experts champenois. Il devait être le premier à relancer une activité viticole commercialement viable en Angleterre et à produire le Hambledon, que vous voyez donc à l'écran, un vin effervescent de qualité, résultat de, évidemment, la Sainte Trinité champenoise, Pinot Noir, Pinot Meunier, et Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Le Hambledon ne tarde pas à se retrouver à la table de la famille royale, qu'il apprécie, à tel point que la reine Élisabeth, en visite d'État à Paris en mai 1972, souhaite le servir à l'ambassade de Grande-Bretagne lors d'un dîner offert au président Pompidou. 2 jours avant le dîner, un ami de Sir Guy, le Britannique Stephen Spurrier, expert en vin, résident à Paris et fondateur des caves de la Madeleine, qui doivent vous dire quelque chose à quelques-uns, et qui s'apprêtait en outre à fonder l'Académie du vin. Donc Stephen reçoit un appel de l'agent des douanes d'Orly, lui indiquant que les 5 caisses de vin qu'il doit réceptionner sont arrivées, mais qu'il y a un problème. Selon l'agent des douanes, le vin ne peut pas être importé en France pour la bonne raison que, je cite, le vin anglais n'existe pas. Il n'est en effet mentionné nulle part sur la liste officielle des douanes comme marchandise soumise aux droits d'importation. Par conséquent, il n'existe pas et devra repartir pour l'Angleterre. Après une première tentative infructueuse avec une liasse de documents épaisse en main prouvant l'origine du vin, Spurrier finira par hausser le ton et la mention de la reine, du président Pompidou est sans doute un amical coup de fil de la part de l'Élysée, peut-être, ou de l'ambassade. Finalement, il arrivera à arracher la permission de mettre les 5 caisses d'un vin effervescent anglais qui n'existait pas dans le coffre de sa voiture et de le livrer à l'ambassade où il sera servi pour le dîner le soir même. Tout devait changer pour de bon, néanmoins, en 1988, après l'arrivée dans le Sussex d'un couple d'Américains plutôt bien nantis financièrement, originaires de Chicago. Ils tombent amoureux d'un magnifique manoir médiéval nommé Nightimber. Il s'agit en fait de la propriété identifiée sous le nom de Nintimbrea dans le Domesday Book en 1086, domaine qui était associé à l'ancien prieuré de Lewis. Après la dissolution des monastères en 1536, Henri VIII, naturellement, met la main sur la propriété et il permet à Thomas Cromwell d'y vivre. Et après la chute de Cromwell, il récupère les lieux et il les donne à Anne de Clèves,
qui était son épouse, mais à ce moment-là, le divorce est prononcé et c'est à titre de dédommagement après l'annulation de son mariage qu'Anne de Clèves reçoit ce manoir magnifique. Dès leur installation à Nightimber, Stuart et Sandy Moss, qui connaissent bien la Champagne, son climat, ses sols, et qui constatent des similarités avec leurs terres du Sussex, se mettent en tête de planter les 3 cépages traditionnels utilisés dans la région champenoise. Alors, les experts locaux, ils ont fait appel à des locaux par opposition aux précédents, appelés en renfort, tentent de les dissuader, de les décourager, et ils suggèrent qu'ils fassent comme tout le monde, qu'ils plantent des pommiers. Mais malgré les commentaires ironiques, les remarques, etc., ils persévèrent dans leur volonté de créer leur vignoble et qui plus est, de produire un vin effervescent en utilisant la méthode champenoise. Leur premier vin, le Nightimber, blanc de blanc, effervescent, qu'on se forme à leur vœu, voit le jour en 1992. Il reçoit localement, dans le pays, le prix du meilleur vin anglais en 1997. Temps de le sortir, de l'élaborer, etc. Leur deuxième vin, un assemblage de Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, est élaboré en 1993. C'est lui qui remportera le trophée du meilleur vin effervescent à Paris en 1998, devançant les productions champenoises et créant la stupeur. Ce n'était que le premier d'une longue série de victoires, puisqu'en 2003, il y en a d'autres, je ne les ai pas toutes mises, Nightimber coiffe sur le poteau Bollanger et Louis Roederer, qui sont quand même pas tout à fait des petites pointures, lors d'une dégustation à l'aveugle au championnat du monde des vins effervescents. Donc, à l'aube du XXIe siècle, la production de vin anglais commence à croître de façon exponentielle, comme nous le montre ce graphe ici. Bon, il est tout à fait indéniable que l'on produise de plus en plus de vin en Grande-Bretagne. Par contre, on peut se demander si la projection à 2034, telle qu'elle est proposée ici, suggérée par la profession, n'est pas un tantinet optimiste. Nous en reparlerons dans un instant, mais avant cela, nous allons nous intéresser aux nouveaux vignerons. Alors, qui sont-ils? Quelle formation et compétences ont-ils? Quels cépages travaillent-ils et comment vivent-ils de leurs vignes? Parmi eux, on recense pêle-mêle des propriétaires de vergers, producteurs de pommes et de poires, des agriculteurs qui ont compris l'intérêt de planter des vignes sur des parcelles où la craie et le calcaire offrent des rendements céréaliers médiocres, des éleveurs de bétail, telle cette famille du Wiltshire près de Stonehenge, qui appellera ses vignobles Bluestone pour surfer sur les mégalithes de Stonehenge. On trouve aussi des hommes et des femmes sans aucune tradition agricole familiale, tout comme les fondateurs américains de Nightimber. Dans cette liste, citons parmi tant d'autres le propriétaire de fonderie à Andover, dans le Hampshire, qui rachète dans les années 1980 une belle propriété un peu décatie dans les environs. Il rachète aussi un champ de course qui a été plus utilisé du tout, qui était abandonné, et il y plante des vignes et il crée The Danebury Vineyards à côté du charmant village de Stockbridge. Soulignons également la forte présence des propriétaires de terres à côté auprès des propriétaires de terres viticoles, forte présence de professionnels étrangers et en particulier de vignerons formés en France, ou bien de Britanniques qui ont travaillé dans les exploitations françaises, australiennes, néo-zélandaises et sud-africaines et qui ont appris donc la pratique de la production de vin. On compte également d'anciens financiers de la City, lassés de leur vie hyper stressante, tels Nicholas Coates, l'un des partenaires de Coates and Seeley, dont les vins effervescents sont régulièrement servis aux hôtes de marque à Buckingham Palace, comme par exemple à l'empereur du Japon lors de sa visite d'État en juin 2024. Nicholas Coates est un ancien banquier d'investissement qui décide de changer de vie en 2007 et de s'associer avec son ami Christian Seeley, rencontré sur les bancs de l'ILSEAD à Fontainebleau quelques années plus tôt. Ce dernier, donc Seeley, apporte la touche française, soit des œnologues et vignerons champenois, pour l'élaboration des vins, ainsi que son expertise en tant que PDG d'AXA Millésime, le groupe possédant, entre autres, le château Pichon-Baron. En 2007, alors qu'il recherchait activement des terrains ou des vignes dans le sud de l'Angleterre,
Ils sont informés un jour de la présence d'une exploitation à Whitchurch, dans le Hampshire, connue sous le nom de Woulding's Vineyards, dont la propriétaire a du mal à maintenir la production depuis le décès de son fils, fondateur de la maison. Alors, comme vous l'aurez remarqué, j'ai dédié cette conférence à la mémoire de Charles Cunningham, ce viticulteur, fondateur de Woulding Vineyards et notre ami. Il nous a fait découvrir ses vins à la fin des années 1990, alors qu'il obtenait ses premières récompenses dans les concours. Malgré ses difficultés de commercialisation qui étaient bien réelles, nous avons partagé ses succès et ses espoirs, jusqu'au jour d'avril 2002, où nous avons appris que Charles avait disparu alors qu'il était en voyage en Indonésie. Son corps, retrouvé plusieurs semaines après qu'il eut été assassiné par ses deux guides, fut identifié grâce au t-shirt de Woulding's Vineyards qu'il portait, ainsi qu'à une lettre une lettre sur le vin qu'il avait gardée sur lui. Il avait 47 ans. À Whitchurch, Nicholas Coates et Christian Seeley continuent à travailler et à magnifier les vignes que Charles avait plantées. Leurs vins sont désormais en cave au Bristol, au Georges V et au Crillon à Paris. C'est bien, la vie continue. Revenons à l'expérience de quelques autres de ces pionniers qui ont parfois fait les frais de leur nouvel environnement. Alors j'espère que vous pouvez lire le nom, l'intitulé de cette cuvée qui s'appelle The Trouble with Dreams, l'ennui avec les rêves. Alors, Sugrue Southdown, situé dans l'East Sussex, est fondé par le talentueux vigneron Dermot Sugrue. Après avoir travaillé dans le Bordelais et pour Knight Timber, Dermot planta ses premières vignes en 2006. Il avait été invité à créer un modeste vignoble par les moines catholiques du prieuré de Storrington, prieuré avec lequel il partagerait les fruits de son travail. Curieusement, le vin effervescent, donc la signature de Sugrue, porte le nom de The Trouble with Dreams. L'ennui, effectivement, avec les rêves, c'est qu'ils ne se réalisent pas toujours. Ainsi, en 2008, c'était l'année de sa première récolte à Storrington. Les raisins étaient superbes. Dermot avait suivi patiemment leur arrivée à maturité et fixé la date de ses premières vendanges. Le matin du premier coup de sécateur, il n'y avait pratiquement plus aucun raisin sur les grappes. Une volée d'oiseaux s'était abattue sur les vignes quelques heures plus tôt et avait tout dévoré. Le frère, Paul McMahon, qui était donc à l'origine de cette aventure avec Dermot, et prononça la phrase mémorale My son, that's the trouble with dreams. Hein, c'est ça le problème avec les rêves, c'est que ça ne se réalise pas. Et c'est donc ça qui devait donner son nom à cette cuvée signature. Les vignes sont depuis protégées par des filets régulièrement. Au chapitre des surprises plutôt agréables, mais difficiles à gérer pour des novices ou pour de petites entreprises, notons la production de l'année 2018 qui a été exceptionnelle en termes de qualité comme de quantité. Et puisqu'on parle de quantité, c'était à un point tel que les petites exploitations, qui sont la vaste majorité, dotées d'équipements modestes, d'espaces de stockage limités, ont été obligées de se délester de leurs raisins et quelquefois de les abandonner. En règle générale, les petites exploitations ou même les micro-exploitations, on en connaît plusieurs qui font à peine 1 hectare, n'ont pas le volant financier ni les équipements nécessaires pour vinifier sur place. Alors, ils confient leurs raisins à de grandes maisons qui font le travail, mettent en bouteille pour eux, mais les propriétaires des raisins gardent quand même la main sur l'assemblage, hein, leur dosage suivant les années. Cela signifie également qu'elles ne disposent généralement pas de vins de réserve qui sont essentiels pour maintenir la qualité et surtout la typicité de leur vin effervescent d'une année sur l'autre. Alors, comme en Champagne, elles sont simples pourvoyeuses de raisins pour les plus grandes caves qui leur font signer des contrats d'achat pluriannuels et pour s'assurer évidemment qu'elles, grandes maisons, auront la quantité nécessaire à leur production. Notons également, on parlait tout à l'heure des coopératives, les coopératives n'existent pas en Grande-Bretagne. Les coopératives viticoles n'existent pas. Et ça, c'est un pan de la production extrêmement important en France en particulier. Enfin, pour boucler les fins de mois et se faire connaître, presque toutes les entreprises viticoles ont des activités parallèles multiples et ont en particulier développé le no-tourisme à grande échelle
qui est une activité très prisée des Britanniques. Alors, où en est le secteur viticole en Grande-Bretagne après ce dernier quart de siècle, qui a donc montré une croissance exponentielle? Considérons rapidement quelques chiffres. L'année 2023 a été une année exceptionnelle et a consolidé la position de la viticulture comme étant le secteur agricole du Royaume-Uni qui présente la plus forte croissance. Les ventes de vins effervescents anglais et gallois ont augmenté de 187% depuis 2018 et en 2023, on a recensé pour la première fois plus d'un millier d'exploitations viticoles, 1030 exactement. Les chiffres de production ont explosé avec l'équivalent de 21,6 millions de bouteilles. Donc, vous voyez qu'on est loin des chiffres d'il y a une cinquantaine d'années, dont 76% de vins effervescents et 23% de vins tranquilles. Disons un mot peut-être du rendement rapidement à l'hectare, qui est plus bas qu'en Champagne. Une très bonne année, j'entends une année même exceptionnelle, peut produire de 8 à 9 tonnes de raisin à l'hectare, mais c'est presque miraculeux. En Champagne, pour une année à peu près standard, on parle de 13 tonnes à l'hectare pour le pinot noir et de 18 tonnes à l'hectare pour le chardonnay. Vous voyez qu'on n'est pas quand même dans les mêmes valeurs. Le réchauffement climatique a effectivement permis une production viticole régulière ainsi que l'introduction de cépages jusque-là considérés comme impossibles à cultiver. En gros, le sud de la Grande-Bretagne, au sol crayeux, identique à la Champagne, jouit des mêmes conditions climatiques que cette dernière il y a une trentaine d'années, avec des hivers moins froids, plus doux, et des étés malheureusement plus humides. Ça n'a pas échappé à certains champenois au début du XXe siècle. Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que le tout premier Français à avoir investi en Angleterre est non pas la grande maison Tétinger qui s'en réclame, mais ce n'est pas tout à fait vrai, mais quelqu'un qui s'appelle Didier Pierson, qui est bien connu dans le monde viticole champenois, ancien maître de chai du Champagne Frère Jean à Avise, dans la Côte des Blancs, et lui-même propriétaire avec son épouse britannique du Champagne Pierson Whitaker à Avise également. En 2004, il plante ses premières vignes dans le Hampshire et commercialise sa première cuvée, Meon Hill, le 1er mars 2012, avec un certain culot, je vais dire, un certain panache. Et il va en effet le lancer chez un caviste londonien côte à côte avec son champagne. Il lance son vin anglais, c'est quand même assez gonflé, hein, à côté de son champagne, et je cite, pour produire la toute première comparaison directe entre un champagne et un vin effervescent anglais, même cépage, même vigneron, mais pays différents, jusqu'aux vendangeurs qui sont les mêmes. Le suivront donc deux grandes maisons de champagne, Tétinger et Pommery, qui ont investi respectivement dans le Kent et dans le Hampshire, où elles produisent désormais donc leur English Sparkling Wines. Leur approche a néanmoins été extrêmement différente. Alors, repartons vers le cas Tétinger. À la suite du jumelage entre la ville de Reims et celle de Canterbury en 1962, Jean Tétinger, ancien maire de Reims, avait formé des liens d'amitié avec des propriétaires terriens, des fermiers du Kent. C'est son fils Pierre-Emmanuel qui va concrétiser un partenariat avec les propriétaires de terres agricoles et de vergers du Kent et il va planter 20 hectares de vignes en 2015. D'autres achats de terres suivront, le domaine viticole représentant actuellement 60 hectares, toujours situé au milieu de 125 hectares de vergers, de pommiers et de terres agricoles. La maison a créé là un ensemble de très très grande qualité et a l'ambition de produire 300 000 bouteilles de vin effervescent anglais à la fin de la décennie. Et de le produire où ça? Au domaine Évremont, puisque c'est le nom qu'ils ont donné à leur domaine. Évremont, du nom de Charles de Saint-Évremont, épicurien, écrivain, maréchal dans l'armée royale de Louis XIV. Il était grand amateur de vin de champagne et il fut leur premier ambassadeur en Grande-Bretagne où il s'exila après la chute de Fouquet, dont il était trop proche pour ne pas tomber en disgrâce auprès du roi. Accueilli à la cour de Charles II, il résidera 30 ans à Londres et après sa mort, vous le voyez ici, en 1703, Saint-Évremont fut enterré à Westminster Abbey, dans le Poets' Corner,
un honneur exceptionnel pour un écrivain français qui est la preuve du statut dont il jouissait à l'époque en Angleterre. The French are here. Le troisième producteur de champagne à avoir investi dans le sud de l'Angleterre, c'est donc Pommery dans le Hampshire. Alors, ces champenois ont une approche radicalement différente. Ils commencent par s'associer avec un producteur de vin effervescent, Hattingley Valley, basé près de Alresford, dans le but d'utiliser leurs équipements de vinification avant de construire leur propre cave. Donc, ils ont fait les choses complètement à l'envers des Tétingers. Ils confièrent à Thierry Gascot, leur chef de cave rémois et président des œnologues de France, l'implantation de la maison en Angleterre. Donc, ils étaient sérieux. Et ils procèdent à l'achat de raisins auprès de divers producteurs de la région en attendant que leurs 40 hectares de vignes produisent leurs propres raisins. Contrairement à Tétinger, Pommery produit des vins effervescents sous son nom, donc le Louis Pommery England, en hommage au fondateur de la maison. Ils avaient déjà pris d'ailleurs cette position en Californie où ils produisent le Louis Pommery California, alors que Tétinger, qui est également en Californie, produit ses vins au domaine Carneros. Ils ont gardé la même approche, avec un nom différent. Comme on pouvait s'y attendre, la compétition, bien entendu, démarre entre les deux maisons rémoises, hein, c'était évident. Alors, en fait, c'est Pommery qui a sorti son vin le premier des deux. Il s'est débrouillé pour le sortir. Il est maintenant en vente. Et celui du domaine Évremont dans le Kent ne sera disponible qu'à partir de la semaine prochaine, le 10 avril. Voilà. Alors, regardons un petit peu quand même pourquoi c'est doublement intéressant pour les champenois d'aller s'installer en Angleterre. L'autre intérêt, pas tout à fait négligeable, c'est le coût d'un investissement. Donc, si on regarde le prix de l'hectare, il est incomparable avec ce qui est pratiqué en Champagne. Titre d'exemple, un hectare de terre viticole en Angleterre coûte actuellement entre 37 000 livres sterling et 74 000 livres sterling. En 2014, au moment où Tétinger et Pommery commençaient à planter leurs vignes, le coût d'un hectare en Champagne s'élevait à 1,2 million d'euros. On n'est pas du tout dans la même zone de prix. C'est donc un investissement intéressant, mais il serait peut-être un peu rapide de dire qu'il est sans risque. Il faut en tenir compte en effet des aléas climatiques qui voient régulièrement des années marquées par des pluies diluviennes prolongées en toute saison et un manque de soleil et de chaleur l'été qui mettent à mal la production des raisins, comme ils font souffrir d'ailleurs l'ensemble du secteur agricole. Récemment, après l'année 2023 qui était magnifique, l'année 2024, donc l'année dernière, a été désastreuse, les volumes de production de raisins ayant chuté de 70% par rapport à l'année précédente. Alors, vous voyez que ce n'est pas gagné, hein, même si on investit. Néanmoins, au fil des années, et malgré des conditions climatiques donc très inégales, la production n'a cessé de s'améliorer qualitativement et de se diversifier. Les cépages que l'on pensait ne jamais voir se développer, tels que le chardonnay et le pinot noir, dominent le marché. Le pinot noir en particulier est désormais commercialisé comme ses homologues bourguignons et commence à surprendre dans les concours internationaux. Les plants germaniques sont en voie de disparition, même si le Bacchus et le Schönburger sont toujours présents chez des producteurs de vins blancs tranquilles. L'amélioration de la qualité des vins est également le fruit de la professionnalisation des exploitations, dont les dirigeants se sont formés de mieux en mieux, souvent en faisant de longs stages dans diverses régions viticoles réputées du monde, et ils n'hésitent pas à utiliser les technologies les plus récentes. J'ai vu un très beau robot il n'y a pas longtemps qui va aller dans les vignes récupérer les raisins. C'est assez étonnant. Et tout ça pour les aider à produire mieux en réduisant leur impact sur l'environnement. Ensuite, dès le milieu des années 1980, le collège agricole de Plumpton, situé dans l'East Sussex, qui possède ses 40 hectares de vignes et produit ses vins, a commencé à contribuer à la formation de la très grande majorité des employés du secteur viticole et vinicole, que ce soit sur le plan technique ou commercial, plus de 95% des employés du secteur en Grande-Bretagne ayant été formés à Plumpton, qui produit ses propres vins, comme vous le voyez, ils sont à l'écran. Sous la houlette de l'université de Greenwich, c'est pour l'instant le seul établissement universitaire en Grande-Bretagne
à proposer des diplômes d'enseignement supérieur, licence et master, en viticulture et en œnologie. Bien sûr, leurs dirigeants, je ne vais pas résister à vous mettre ça en haut, leurs dirigeants insistent sur la comparaison avec ce qui se fait ailleurs, et en particulier en Champagne. Je traduis rapidement, l'expertise qui en résulte a permis de créer un vrai concurrent au vin de Champagne, ça y est, on l'a dit, et d'ailleurs. Ce qui m'amène tout naturellement à dire quelques mots de la terminologie employée par les vignerons anglais et gallois pour décrire leur vin, effervescent en particulier, et de ces commentaires quasi obsessionnels de type «je t'aime, moi non plus», présents sur de nombreux sites de producteurs et surtout dans la presse populaire britannique qui ne se lasse pas de souligner que tel ou tel vin effervescent anglais vient de reléguer un champagne au rang de figurant dans un concours international. En règle générale, notons que tous ont repris les termes employés en Champagne. Première cuvée qui devient premier cuvée très souvent, classique cuvée, blanc de noir, brut réserve, traditional method, etc. Le tout dans un contexte de compétition permanente, plus ou moins avouée, avec ce qui est produit en France et en particulier en Champagne. Bien des lignes ont été écrites pour décrire leur vin. Alors ça, ils sont lyriques dès qu'il s'agit de décrire leur vin. World class, world leading still wines, top performing English and Welsh wine, etc. Bon, ok. Néanmoins, pour être connus partout et pour se créer une véritable identité, il leur manque un nom générique, en particulier pour les vins effervescents. Bon, champagne, crément, on sait de quoi on parle. Mais English sparkling wine, comme l'a très bien dit Nicholas Coates un jour, English sparkling wine is a mouthful. On a plein la bouche, c'est trop long, il faut trouver autre chose. Alors c'est lui qui a proposé Bretagne. Non? Bon. Bretagne, très bien. Bon, certains le trouvent, bien entendu, beaucoup trop proche du mot champagne et ça a été rejeté. Hein. Mais ce qui domine, ce sont des types du phrase better than most non-vintage champagnes que vous voyez là et qui a été prononcé par un Français, pas par n'importe qui, Hervé Gestin, chef de cave chez Duval-le-Roi en Champagne pendant 20 ans et qui travaille désormais pour Hambledon et Bluestone. Ou encore, celui-là c'est un petit dernier pour la route, voilà, two for the road. Alors, ça, c'est l'annonce de Pommery quand ils ont lancé leur Louis Pommery England. Bon, OK, donc on s'attendait à quelque chose d'autre, léger, vif, très facile à boire. Le millésime actuel présente beaucoup de sophistication française. Ouh là là! Pour une maison de champagne de la classe de Pommery, on souhaiterait peut-être quelque chose qui est un tout petit peu plus de goût et qui n'ait pas cette connotation un peu leste, sexuelle, de oulala, qu'on retrouve partout. C'est un peu dommage. Une petite dernière, dans la série inépuisable des histoires, A man walks into a bar. Un homme entre dans un bar. Alors je vous le traduis, c'est le sparkling wine Rathfini qui dit ça. Notre ambition est que dans 20 ans, vous entrerez dans un bar ou un restaurant à New York ou à Pékin et on vous demandera, voudriez-vous un verre de champagne ou un délicieux verre de Sussex? Bon, admettons. Alors, il va être temps de conclure. La production de vin anglais, donc on va quand même se poser deux, trois questions, montre sans aucun doute donc une croissance exponentielle depuis 30 ans. Elle s'inscrit dans la durée, là non plus il n'y a pas de doute, mais il ne s'agit quand même pas d'un long fleuve tranquille de vin effervescent ou pas, que les connaisseurs s'arracheraient de la même façon une seule bouteille de la Romanée Conti 2005 par exemple. On n'en est pas là. Alors, quels sont les écueils potentiels que cette filière agricole si florissante pourrait rencontrer? Même si les Britanniques semblent apprécier de plus en plus ce qu'ils produisent, boivent de plus en plus de vin de chez eux, les vins anglais sont les victimes de divers maux qui les rendent peu concurrentiels par rapport à leurs homologues européens, sud-africains, australiens ou néo-zélandais. Comme nous l'avons vu, les exploitations sont souvent de taille modeste et les économies d'échelle difficiles. Cela entraîne des coûts de production élevés qui semblent devoir le rester pour d'autres raisons, essentiellement auto-infligées. Dans ce domaine, comme dans d'autres secteurs agricoles, le Brexit a eu des conséquences sensibles et immédiates.
Premier point, la main-d'œuvre saisonnière formée dans les vignobles européens, essentiellement originaire d'Europe centrale, n'est plus disponible car les visas de court séjour sont quasiment impossibles à obtenir. Pour les vendanges dans les toutes petites exploitations, donc les entreprises les caves font appel à des volontaires venus des villages voisins. Alors c'est très sympathique, mais c'est extrêmement difficile à gérer et c'est aléatoire. Les plus grandes maisons ont du mal à recruter, les Britanniques n'étant pas friands de ce genre de travaux plutôt mal rémunérés. Deuxième point, les taxes à l'exportation, évidemment, rendent des vins déjà chers et peu connus ailleurs, encore plus difficiles à commercialiser dans des pays qui sont eux-mêmes producteurs de vins reconnus et appréciés depuis longtemps. Disons-le franchement, l'intérêt limité des consommateurs étrangers pour les vins anglais et gallois fait qu'ils sont surtout consommés sur le marché interne britannique, qui pourrait arriver rapidement à saturation si l'expansion de la production se poursuit à la même cadence que ces dernières années et si les prix restent trop élevés pour tenter les consommateurs étrangers. En outre, une récente refonte de la taxation des vins, la toute dernière date donc littéralement il y a quelques semaines, 1er février 2025, c'est la plus élevée en 50 ans, en fonction, donc taxation en fonction de leur degré d'alcool. Elle vient d'enfoncer une épine supplémentaire dans le pied des producteurs comme des distributeurs de vins et plus généralement de toute boisson alcoolisée. Alors, elle a été initialisée par le gouvernement conservateur précédent de Rishi Sunak, qui est lui-même teetotal, c'est-à-dire abstinent. Elle a été renforcée au 1er février dernier par le gouvernement travailliste actuel et elle risque de bouleverser la filière vinicole en profondeur. Jusqu'au 31 décembre 2023, la production vinicole suivait les mêmes règles que le reste de l'Europe, règles européennes selon lesquelles tout produit intitulé vin se devait de titrer à 8,5 degrés d'alcool. Or, le gouvernement Sunak décida de considérer que toute boisson à base de jus de raisin présentant un minimum de taux de 0,01 degré d'alcool serait soumise à la nouvelle taxe. Les vins seraient donc surtaxés en fonction de leur degré d'alcool. Après une période transitoire, le couperet est tombé, donc le 1er février 2025, avec les conséquences que voici. Premièrement, instauration de 30 tarifs différents. Véritable casse-tête pour les producteurs et les distributeurs. Comme on pouvait s'y attendre, les vins de qualité importés, français, espagnols, etc., qui sont tous entre 12,5 et 14 degrés, ont été littéralement massacrés, soumis à la plus forte hausse de taxes. On pouvait s'y attendre. Les producteurs anglais sont invités maintenant à réduire le degré d'alcool de leur vin s'ils veulent rester attractifs, ce qu'ils font avec une nouvelle gamme qui s'appelle Mid Strength, quelque chose qui est situé à 6 ou 7 degrés d'alcool. En outre, les produits, même sans alcool, auront désormais le droit à l'intitulé vin. On en profite pour souligner que la Grande-Bretagne s'est débarrassée du fardeau de la réglementation européenne, je cite, tout ou à peu près tout sera désormais permis. Par exemple, n'importe quel jus de raisin ou vin importé pourra être mélangé au vin produit en Angleterre, créant de facto des vins britanniques dont on a parlé tout à l'heure, de piètre qualité. Ils auront néanmoins droit à l'appellation vin. La chaptalisation, pourquoi pas, sera autorisée les mauvaises années quand on le jugera nécessaire. L'appellation English Sparkling Wine, vin effervescent anglais, pourra désormais être utilisée pour des vins de type Prosecco, c'est-à-dire fermentés avec la méthode Charmat, que vous connaissez peut-être, en cuve inox. Naturellement, ça n'a rien à voir avec la méthode traditionnelle qui est plus longue et plus coûteuse. Pour les vins effervescents, l'utilisation du bouchon en forme de champignon, de la capsule et du muselet ne seront plus obligatoires. Alors on leur souhaite bien du plaisir pour le transport de leurs bouteilles. Notons qu'à ce jour, aucun producteur de vin effervescent n'a été tenté par cette aventure. On relance la production de la piquette, c'est-à-dire, connue depuis l'Antiquité, c'est du latin picutium, qui veut dire du vin mélangé à de l'eau. Elle entre parfaitement dans le cadre des nouveaux vins mid-strength qui titrent 6 ou 7 degrés. Et puis, on peut aussi
On peut décider de la taille et du contenu, de la nature des contenants. Et on peut décider de vendre son vin titrant 2 degrés dans une boîte de conserve ou dans un récipient quelconque d'une pinte, 0,56 litres, pourquoi pas. Notons que l'autorisation de vendre par pinte, lancée par le dernier gouvernement conservateur, en même temps qu'il testait un peu le fait de peut-être pouvoir revenir à toutes les mesures impériales dans tous les domaines, tout ça a suscité l'agacement des producteurs qui n'ont pas suivi l'injonction. Alors là, je vous montre quelque chose que j'ai vu dans mon supermarché local. Vous voyez qu'il s'intitule, je pense que vous le voyez, Bubbly, celui qui est à droite, donc c'est un vin effervescent. Et il est vendu quand même à 5,95, 5 livres 95, hein, ça nous fait plus de 7 euros. Enfin, on n'est pas loin des 7 euros. Pour une toute petite quantité, ça fait exactement je crois que 25 centilitres. Voilà. Bon, donc au bout du compte, ça nous fait quand même une bouteille de 75 centilitres, s'il était en bouteille, à 17 livres 85. On est à près de 20 euros. Hein. D'accord? OK. Alors, donc la taille, la nature des contenants, tout ça, bon, on peut tout faire. Voilà. Euh, Plus généralement, on est quand même en droit de douter de la pertinence de ces mesures, alors que la Grande-Bretagne souhaite ardemment exporter ses vins et se forger une image de qualité à l'étranger. De telles actions menacent de rendre une partie de leur production illisible pour les étrangers, quand ce n'est pas rédhibitoire. Et les étrangers, à juste titre, exigent toujours de plus en plus de transparence et de garanties qualitatives. Disons également juste un mot de la tendance no and low. No booze please, we're British, vous voyez ce que j'ai remplacé. Alors, disons donc juste un petit mot. Ça prend de l'ampleur depuis plusieurs années et ça pourrait aussi signifier la baisse de la consommation continue de la vente et de la consommation de vin en Angleterre. Si vous regardez les statistiques rapidement là, se déclarent abstinents actuellement 36% des 16-24 ans, et ça augmente tous les ans, et 27% des adultes. Donc là, il est clair que les abstinents ont doublé, hein, chez les jeunes en particulier, en 20 ans. Néanmoins, même si globalement le Royaume-Uni est proche des autres pays européens en termes de consommation d'alcool, la tendance du binge drinking, que vous connaissez certainement, à la vie dure, elle reflète le fait qu'en moyenne, la consommation de boissons alcoolisées génère plus d'états d'ébriété qu'ailleurs et très souvent chez des gens très jeunes. Il est indéniable que la consommation d'alcool chez les adultes est à son plus bas niveau et le nombre de Britanniques se livrant au dry January, hein, où on ne boit pas une goutte d'alcool en janvier, est en augmentation constante. On est quand même passé de 4,2 millions en 2019 à 15,5 millions. Bon, je voudrais juste voir si c'est complètement vrai, mais bon, déclarés, donc 15,5 millions déclarés de gens qui ont pratiqué le dry January. Alors le marché, qui ne saurait ignorer cette tendance, commercialise de plus en plus de vins sans alcool, les no wines, ou dont le taux d'alcool est extrêmement bas, moins de 2 degrés. Alors ces wine-based drinks, comme ils les appellent, ce sont des boissons apparemment à base de vin. Ils ont tous été désalcoolisés. Elles sont pour l'instant assez chères. Les techniques de désalcoolisation par osmose inversée, par distillation sous vide, utilisation de cônes à force centrifuge et des meilleurs, impliquent évidemment des investissements onéreux. De même, l'aspect gustatif, juré, j'ai goûté, est très souvent décevant, ça c'est un euphémisme, et plus grave, le taux de sucre de ces boissons dont la promotion repose sur les bénéfices en termes de santé parce qu'ils ont moins d'alcool, le taux de sucre est beaucoup plus élevé que dans n'importe quelle boisson alcoolisée. Voilà, je vais faire un effort, je vais le mettre là. Alors, euh, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est donc pour la petite histoire. Ah oui, pour la petite histoire, là, c'est vraiment très beau. Vous voyez ce produit qui s'appelle Jukes, c'est un vin sans alcool anglais qui a récupéré le trophée du meilleur vin sans alcool au monde l'année dernière. Et il est vendu en boîte de conserve, donc, et son distributeur exclusif français, auriez-vous une idée? Non? Eh bien, moi, je vais vous le dire, c'est la magnifique maison de champagne Bilkar Salmon,
basé à Haï, près de Reims. Ça ne s'invente pas. Enfin, s'il était besoin, voici la plus récente preuve que le métier de vigneron est désormais respectable et désirable. C'est le dernier livre de Richard Osman, que vous connaissez peut-être, amateur de séries télévisées, enfin de télé très populaire, auteur de la série de romans The Murder Club Enquête en France. Et il a pour personnages principaux un producteur de vin et sa sœur, bien sous tout rapport, dont l'entreprise respectable et florissante sert d'écran à des activités criminelles en tout genre. Donc, publié en 2024, hein, il est très très drôle ce livre, et il ouvre sans aucun doute de nouveaux horizons à la profession. Alors, question finale, souvent entendue, particulièrement depuis que les vins effervescents anglais remportent régulièrement des récompenses face au champagne dans les concours internationaux, sont-ils aussi bons ou même meilleurs que les champagnes équivalents? Alors, permettez-moi de vous dire que c'est pas une bonne question. En fait, c'est pas la question. Ils sont différents du champagne, de plus en plus souvent intéressants et parfois très originaux. Ils sont le fruit de la créativité de leurs auteurs, qui, du fait qu'ils n'ont pour l'instant aucune histoire à défendre, en fait, aucune tradition à porter, ils ont pris le parti de l'innovation et de l'expérimentation. Et bon, ils produisent des choses qui sont étonnantes par moments, mais il y en a qui sont réellement très bonnes. Les amateurs et grands connaisseurs de vin qui sont extrêmement nombreux en Grande-Bretagne, des gens qui savent ce qu'ils boivent, nombreux depuis longtemps, ils s'y intéressent et ils font de plus en plus de la place dans leur cave à ces vins effervescents, en particulier anglais, à côté de leur champagne préféré. Donc, je dirais que ces vins méritent très certainement d'être découverts et c'est ce que je vous invite à faire sans a priori, dès que l'occasion s'en présentera. Je vous remercie.